Bonjour à tous. Merci merci à l'organisation de me permettre d'intervenir aujourd'hui et de vous présenter un petit peu le croisement de Cofel et de Magento et l'histoire un petit peu une petite histoire professionnelle sur les dernières années. L'idée, moi, de cette presse, j'ai envie de vous partager le récit de la transformation digitale chez Cofel. C'est pas une success story. Ça veut dire que, voilà, je vais pas vous dire, on a choisi une solution, on a fait 3 workshops, c'est parti, ça y est, ça décolle, on est en train de gagner plein d'argent sur Internet. Mais plutôt une aventure. Donc, je vais essayer de pas cacher ce qui s'est passé en coulisses, des difficultés, et vous faire sentir un petit peu le niveau de stress qu'il y a pu avoir. Et derrière la question, très provocante, Magento est-il trop puissant? En fait, il se cache un peu un questionnement personnel sur l'attaque de ce type de projet dans le cadre d'une industrie comme Cofel. L'approche, je vais essayer d'être transparent. Je vais peut-être même vous donner des chiffres. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de concurrents dans la salle, mais bon, je vais jouer là-dedans. Deux, je vais être sur un angle e-commerce. La transfo digitale, elle est chez Cofel, elle passe aussi par les réseaux sociaux, par tout un tas d'autres sujets. On fait plein d'autres choses, mais là aujourd'hui, ça va être uniquement sur l'angle e-commerce. Et 3 questions-réponses. Alors c'est vrai que la règle, c'est les questions-réponses à la fin, mais si jamais vous avez envie d'intervenir, ça permet peut-être d'être plus fluide et que je reprenne mon souffle dans cette presse. Qui suis-je? Moi, je suis ingénieur de formation, donc je suis arrivé sur les sujets marketing plutôt par mon histoire professionnelle. Je suis parisien, personne n'est parfait. Et j'ai toujours été sur des sujets de transfo. Ça veut dire que j'ai travaillé pour un certain nombre de comptes que je vous ai mis là. Le point commun, ça a toujours été, il y a une situation A, il faut aller sur une situation B. Et je crois naïvement qu'avec des méthodologies projet, une fois qu'on a un ASIS, on a un to be, on fait un plan d'action, on déroule et on arrive à passer d'un point A à un point B. Aujourd'hui, j'ai une double casquette. Je suis à la fois le DSI. Ça fait déjà pas mal d'années que je suis DSI. Voilà, DSI, du data center jusqu'à la mise à disposition d'applications. Donc j'enchaîne des semaines avec des comités de pilotage sur le nouveau modèle URP, sur le CRM, gère les OPEX, les CAPEX, le recrutement, enfin très très classique. Et il y a quelques années, on m'a proposé, le DG Cofel m'a proposé de devenir directeur digital, donc en charge du e-commerce et de développer un chiffre d'affaires Internet online. Quand je fais ce type de présentation, j'aime bien mettre mon équipe en photo, juste pour dire que je ne suis pas tout seul. C'est un peu toujours nombriliste d'utiliser le jeu à l'oral. Donc voilà, j'ai une belle équipe sympathique. Et puis donc ça, c'est l'équipe IT, voilà, avec un petit peu de masculin, un peu de féminin. Et puis j'ai une équipe digitale qui est très très féminine, l'autre côté. Mais bon, c'est le jeu. Donc une équipe technique et une équipe marketing. J'ai pas réussi à m'en extraire. On a essayé, puis souvent ça n'a pas marché. Le groupe Cofel, on est leader de la literie en France. On a 4 usines qui sont basées sur le territoire, Limoges, la Normandie, la Sarthe et Vesoul. On fabrique 1 million de matelas par an, 400 000 sommiers, 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. À la base, on est plutôt une société B2B. On fabrique donc des produits qu'on commercialise via des distributeurs qui arrivent chez le consommateur derrière. On est une société rentable, on en est assez fiers, en faisant du made in France et en faisant des produits durables, en respectant toutes les législations. On est debout avec des ratios financiers qui sont extrêmement corrects. On a 3 marques, Bultex, Merinos et Peda, que vous connaissez sans doute, vous avez croisé. On a une organisation qui est transmarque globalement au niveau de tous les services supports. Par contre, au niveau marketing, forcément, on est organisé en silo. Quelques mots, je ne résiste pas. Bultex, c'est les scientifiques du sommeil. C'est une marque qui croise le sport et une approche scientifique. On a à l'occasion des Jeux Olympiques refait toutes les chambres dans le cadre d'un mécénat de l'INSEP. Un médaillé sur 2 Jeux Olympiques dormait sur du Bultex. C'est comme ça, mon DG, il est content à chaque fois, il dit qu'il faut le répéter. On est le premier, on a la première place de notoriété assistée, la référence de la literie. On travaille beaucoup c'est une approche très scientifique. On finance des thèses pour travailler sur le sommeil, la récupération. On était sur la route du Rhum. Voilà, une approche sport et santé. Et Peda, on est plus dans un produit meuble classique, les belles matières, le raffinement, l'hôtellerie, le confort de l'hôtellerie à la maison. Et puis la 3e marque, Merinos, c'est un peu la marque très famille, Access, avec un rapport qualité-prix, un couchage malin, la petite marque historique.
Alors, qui sommes-nous? On vend en distribution intégrée, But, Confo, Alinéa, Fly. On vend, c'est un commerce spécialisé traditionnellement. On vendait depuis longtemps auprès des acteurs online, que ce soit la Redoute, la Camif. Et puis on vend également dans l'hôtellerie. Vous allez voir pourquoi. C'est important. L'hôtellerie, il n'y a pas que pendant les Jeux Olympiques qu'on fait de l'hébergement en France. Ces gens-là, ces hôtels, il faut les équiper, les rééquiper. Et on est le premier fournisseur, notamment du groupe Accor. Le point de départ de tout ça, c'est la literie, c'est un produit qui se renouvelle tous les 13,5 ans. Donc ça veut dire que si on veut faire du CRM et de la relance, c'est mort. C'est un produit qui est très cyclique, contrairement à ce qu'on pense. On en vend pendant le Black Friday, pendant l'été. L'été pour le déménagement et la rentrée scolaire. C'est à l'occasion du déménagement souvent qu'on change. C'est un produit qui est tout le temps vendu en promo. Les Français aiment les marques. Ils se connaissent la marque de matelas. C'est un marché qui est stable. Il varie un peu malheureusement avec les crises. Quand il y a des crises, le marché grossit un petit peu et puis quand ça va un petit peu mieux, les gens investissent moins dans leur maison. Et puis c'est un business compliqué parce que chaque enseigne a son propre produit. On ne retrouve pas le même produit entre But, Confo, la compagnie du lieu sur Internet. Donc c'est vrai que c'est difficile pour que le consommateur s'y retrouve. Une fois qu'on a dit tout ça, nous, qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien, une société rentable, et arrivent les Digital Native Vertical Brand, donc un certain nombre d'acteurs que vous connaissez sans doute, qui sont des marques indépendantes, qui sont nées sur Internet, qui se focalisent sur un produit, avec un discours simple, qui est de dire, nous, il y a un matelas, le bon, on l'a identifié, vous ne prenez pas la tête, vous allez sur le site internet, vous êtes livré. C'est des produits qui sont livrés en 24-48 heures. Et c'est un produit assez... on peut dire, le produit peut être basique, il y a une gamme de produits, mais le parcours d'achat est dans l'air du temps. Globalement, oui, il est vrai que quelqu'un qui a moins de 30 ans ne rêve pas de passer son samedi après-midi chez But à se faire expliquer une technologie ou à subir ou s'allonger sur un matelas. Donc on a eu ce fait-là qui est arrivé et clairement Cofel était un petit peu, regardez ça, peut-être un petit peu on va dire, sans prendre conscience de la profondeur de changement, le changement qui est en train de s'opérer. Et notamment, il y a un acteur, Emma, qui était sur un autre modèle que nous. Nous, on était sur des modèles industriel. Donc, qui dit modèle industriel, rentabilité, actionnaire, une structure de coût qui ne nous permet pas d'investir à perte en termes de communication. Et clairement, on a vu des choses se passer avec tous ces acteurs qui communiquaient comme des dingues et qui prenaient donc des parts de voix et donc qui prenaient des parts de notoriété, qui prenaient une place dans le business. Donc on est sur un marché qui est stable, la problématique en 2019, difficilement stimulable. Les gens ne vont pas acheter 3 matelas quand ils en ont besoin d'un. Les acteurs se consolident, les distributeurs, donc des négos plus difficiles. On a des parts de marché de 50% chez But et Confo, donc ça devient compliqué d'aller plus loin. On était en retard sur les ventes en ligne. Alors, je redonne le chiffre derrière, mais en gros, nous on vendait 2% de nos produits en ligne, alors que le marché était déjà à 25%. Donc clairement, il y avait un vrai sujet. Comment on allait faire pour ne pas vieillir avec nos consommateurs? Il y avait l'arrivée des Digital Native Vertical Brand, et puis il y avait une absence de perspective de retail physique pour des raisons capitalistiques où on ne peut pas se permettre d'aller sur l'ouverture de boutiques. Il y a une décision qui est assumée par mon DG, qui est de dire, bon voilà, on est un leader, on est leader, mais il y a quelque chose qui se passe, et il faut que là maintenant, on a 2% en ligne, le marché est à 25%, il faut faire quelque chose. Et l'idée n'était pas de lancer un business B2C concurrent, parce qu'il fallait aussi qu'on ne déstabilise pas nos clients, mais l'idée était d'avoir un programme de transfo qui bascule d'un modèle B2B, B2C, à un modèle B2B et B2C en direct. Très grosses ambitions. Alors je vais essayer de vous présenter, et là vous allez voir qu'on arrive sur Magento, on y arrive, ça fait déjà 10 minutes, mais on y arrive. Donc le projet, premier sujet, c'est de se dire, on va lancer un portail B2B pour les distributeurs. Donc il va falloir un site pour qu'ils puissent passer commande, un site fermé, ils retrouvent leur catalogue. Je vous rappelle que chaque distributeur a son propre catalogue, donc à son propre prix, puisque c'est des négo commerciales, à son propre sa hiérarchie client. Quand vous travaillez avec la compagnie du lit, la compagnie du lit dans l'Est, ils ont 4 boutiques, ils ont 20 vendeurs, certains ont accès à certains droits, donc il faut gérer tous les droits au sein du portail. Et en plus, on a un système de sites. Nous, on a 4 usines, les 4 usines livrent, et en fonction des produits, ce n'est pas livré du même endroit. Donc le calcul des frais de port doit prendre en compte cette histoire de frais de port, ça veut dire un système de multipanier. On n'était pas encore sur ce projet Magento à un moment de ce brief. Deuxième sujet, c'est déjà un premier projet costaud. Deuxième projet, on dit tiens, on va essayer de mettre un premier pas dans le e-commerce. Free and Family, ça fait sourire, mais nous, c'est plus d'1,5 million d'euros. C'est pour les collaborateurs et les amis des collaborateurs qui peuvent
acheter des matelas ou parrainer des gens. Bon, ben, ça voulait dire qu'il fallait un site qui soit connecté au SI, système d'information ressources humaines. Il fallait avoir une expérience équivalente au e-commerce, un double catalogue, un double pricing, puisqu'on n'a pas le droit de faire les mêmes prix d'un côté ou de l'autre. Il y a des produits qu'on ne peut pas vendre. Et derrière, mettre en place un système de parrainage. Donc déjà un peu de spécifique dessus. Puis c'était pas assez, donc on a rajouté un troisième projet. On m'a rajouté un troisième projet qui est de dire bon, on va faire un site fermé qu'on va commercialiser auprès des associations, des fédérations sportives, où les gens pourront se connecter dessus. Donc ça veut dire un système de compte complexe, parce que j'ouvre les droits, je sais pas, aux hôpitaux de Paris, à quelqu'un qui va créer des comptes dessus, qui vont s'activer sur le site, qu'on va devoir contrôler derrière. Double site, en plus, on met 2 marques, donc on veut créer un environnement de marque, donc on crée dessus des sous-sites, voilà, avec une expérience bien entendu facile, le 3 fois sans frais, le PayPal, et puis ce n'était pas encore assez, donc on me rajoute un 4e projet, on me dit il faudrait faire un site fermé pour le personnel d'accord, parce qu'on travaille avec eux, et ils pourraient acheter sur le site, avec des produits spécifiques. Et en plus, là, on voudrait un système de no email, parce que chez Accor, ben, la femme de chambre ou le cuisinier, il n'a pas forcément un email, mais on voudrait quand même lui permettre d'acheter sur le site. Voilà, et puis on le fait en multilangue, et puis en plus c'est encore un catalogue spécifique, je l'ai dit. Et puis c'était pas assez, on en rajoute un 5e, site ouvert pour de marque. Alors là on est très classique, la seule spécificité c'est que c'était une agence extérieure qu'il fallait qu'il travaille dessus, puisque l'image est très importante, il faut porter l'image de la marque. Et puis on me rajoute derrière un sujet d'usine à site, puisque quand on travaille avec l'hôtellerie, potentiellement les hôteliers veulent vendre les matelas auprès de leurs clients consommateurs qui viennent dormir dans l'hôtel. Donc du coup, c'est un espèce de site qui permet de créer des sous-sites avec des logos, avec une DA spécifique. Donc voilà, donc je me retrouve avec un projet comme ça, on rajoute un PIM, parce que comme il y a plein d'articles, c'est compliqué, et puis on rajoute un CRM, parce que forcément, on sent bien qu'il va falloir avancer sur ce sujet-là. Donc, je me retrouve avec un très gros projet, je me retrouve avec 2 cahiers des charges, finalement on fait un appel d'offres commun. Magento, moi je le connaissais d'avant, d'ancienne expérience. Moi je suis plutôt une culture ERP, donc ça me paraît, je valide le choix. Bon, ça reste multi-société, B2B, B2C, multi-marque, multi-devise, multi-site, donc ça va faire le job. Donc on a une cible ambitieuse, des beaux PowerPoint bien alignés, le nombre d'or il est là, tout va bien. Et on part en projet, donc avec un gros budget, parce qu'on croit en moi, donc on me donne un gros budget, comité de direction, comité de pilotage, une organisation où j'ai la moitié de la boîte qui bosse sur le projet, des workshops, un intégrateur et de la méthodologie. Et là, je me retrouve, donc moi j'ai 2 casquettes, donc avec des sujets métiers, donc des sujets des plans, des business plans, des sujets de marketing, des sujets data. Les datas sont pas organisées, on n'a pas les photos, tous les produits sont pas disponibles, des problèmes de processus, et puis le sujet classique qu'on connaît tous, hein, si on fait du e-commerce, UX, UI, test, interface, bug, multiplateforme, co. Donc voilà, donc des thématiques, des problèmes de business plan, des problèmes d'organisation, parce que forcément il faut construire l'équipe derrière. Des problèmes tout bêtes, les photos, on avait des photos avec un seul pied, donc quand on le charge sur le produit, les gens ils achètent 4 fois, même si on met que c'est 4 pieds, donc ils achètent 16 pieds au lieu de 4. Voilà. On se retrouve avec des sujets classiques que vous connaissez, de wireframe, d'architecture, d'interface. Bon voilà, avec un planning bien entendu ambitieux, hein, aucun problème, on est parti là-dessus. Et alors, les problèmes, les 2-3 problèmes que j'ai pris les principaux, je me retrouve avec des problèmes de tarifs qui ne sont pas disponibles dans l'ERP, parce qu'ils étaient dans la tête des gens, sur des post-it. Donc il faut les mettre dans l'ERP, sauf qu'ils ne rentrent pas dans l'ERP, parce que c'est des structures de tarifs un petit peu compliquées. Sauf le commerce est d'accord pour les changer, mais pour les changer, il faut attendre la négo commerciale. Donc on se prend 6 mois là-dessus. Problème de gestion de catalogue, tout le monde sait à qui ils vont à qui. Par contre, j'ai des matrices Excel, je ne l'ai pas dans le système d'information. Donc il faut urbaniser, créer des modèles. Les frais de livraison, c'est compliqué, c'est pas du UPS, un matelas, c'est des camions, il y a des poids volumétriques, il y a des histoires de tournée, de stop. Gestion des assets, donc les photos, j'en ai un petit peu parlé avec mon histoire des 4 pieds. Le PIM, il y avait 6 jours par l'intégrateur, on s'est pris 6 mois de projet parce que 6 jours c'est juste pour définir le modèle, après il faut injecter les datas dedans. Donc le petit histoire du chantier métier, il prend une place colossale. Voilà. Après, les problèmes méthodaux, alors on pourra discuter derrière. Mon Atomic Design, je crois que je suis vacciné jusqu'à la fin de ma vie. L'Atomic Design sans wireframe, où on part en Atomic Design, on commence à concevoir des écrans, mais on arrive et on a oublié le code postal sur l'écran de l'adresse. Les MVP, je ne sais pas comment, j'ai pas à l'époque pété un câble sur les MVP. Ça veut dire on me livre une salle de bain, en fait le robinet il n'est pas branché, il est posé, il faut valider la salle de bain. Bon voilà. Finalement les équipes font du métier, donc l'outsourcing on outsource le testing, c'est bien, ça marche, sauf que les gens ils savent pas utiliser la solution, ils savent pas contribuer.
Voilà, l'intégration, les temps de réponse sont catastrophiques, l'équipe projet est épuisée, on a de l'instabilité parce que les gens partent, turnover, et le projet est en 3 langues parce qu'il a été fait à distance. Voilà, donc la situation après 24 mois de projet, c'est qu'on a un site qui est prêt à démarrer en B2B, avec des performances qui ne permettent pas de le déployer. On a un site B2C qui est démarré, mais qui a des lacunes techniques. On a des équipes projets épuisées, et on a une direction générale qui se demande s'il a bien fait de partir dans cette histoire-là. Néanmoins, on a quand même fait du job. Ça veut dire qu'on a organisé les datas, on a urbanisé le système d'information, on a recruté des gens. J'ai peut-être pas si mal communiqué à ce moment-là, parce que moi, je reste. En tout cas, on me donne la possibilité de continuer, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Je me retrouve avec une situation extrêmement compliquée. La renaissance, elle vient de quoi? Elle vient que, c'est tout bête, ça n'a rien à voir. On a migré sur une nouvelle version, parce qu'à un moment donné, il y avait des problèmes techniques de cybersécurité, de vulnérabilité. Et on reprend tous les sites un par un, avec un nouvel intégrateur qui est plus proche de nous. On a un nouveau socle. On repart de zéro et on nettoie finalement les malfaçons, on renouvelle l'équipe, une partie de l'équipe, on revoit le portefeuille de fonctionnalités. Donc il y a quelques projets qui ont été tués en se disant finalement le marché a changé, on va aller là-dedans. Et la situation, c'est quoi la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est qu'en termes de business, 70% des ventes sont digitalisées. Notre site fonctionne. Le site B2B, c'est un client, il se connecte, il a tout son environnement article auquel il a été référencé, il a les prix qui ont été négociés, il a son historique de commande, il gère ses SAV, que ça soit, s'il n'a pas de système d'information, il va dessus, c'est même un outil de conquête. On a les sites de marque représentent 10% du chiffre d'affaires, donc on est arrivé. Alors, on ne veut pas aller plus haut parce qu'on considère qu'on ne doit pas marcher sur les pieds de nos clients, mais on est arrivé à un premier palier. 3, on a un triplement des dépenses médias. C'est-à-dire qu'avant, on achetait une campagne de pub, oui, mais c'était de la charge pure. Sauf que maintenant, avec les développements de e-commerce, bultex.fr, chaque chiffre d'affaires, il y a des dépenses médias en face. Ces dépenses médias donnent de la visibilité à la marque sur l'ensemble du site. Comme je répète en permanence à mon comité de direction, je dis quand on fait un taux de transfo de 1%, c'est pas bien, sauf qu'il y a 99% qui sont venus sur le site. Potentiellement, ils vont dormir sur un matelas. Potentiellement. Et en tout cas, ils ont été exposés à nos marques. Donc peut-être qu'ils vont l'acheter ailleurs, mais nous, on n'est pas racistes. Hein. S'ils vont acheter chez But nos marques, s'ils vont dans les boutiques réclamer nos marques, ça va très très bien. Le digital est incontournable dans la croissance. Je peux vous assurer que quand on parle budgétaire, je suis invité à toutes les réunions parce que du coup, alors, je ne sais pas partager l'ensemble des chiffres, mais on commence à représenter quelque chose de très sérieux et ça me fait plaisir. Le lendemain du Black Friday, j'ai intérêt à voir les chiffres parce que mon DG il veut savoir combien on a fait parce que c'est un chiffre d'affaires qui lui importe. Techniquement, les projets démarrent tous à l'heure et on va même en démarrer un avec un jour d'avance, qui est quand même, on sort de très très loin. La dernière marque, Epeda.fr, va ouvrir plus tôt. La plateforme est stable. La DSI est prise au sérieux. On a redoré le blason avec cette histoire. Alors, la question, sur la question Magento, est-il un outil très puissant? Alors, il est très puissant. Je pense qu'il l'est trop. Oui, si jamais on a si la puissance fait générer une complexité qui est autour. Bon, voilà, c'est un peu ce que je dirais, c'est que quelque part, comme tous les outils, comme tout, alors je vais appeler ça un progiciel, je sais qu'on ne considère pas que c'est un progiciel, mais c'est un outil qui peut générer énormément de complexité autour et rendre le projet incontrôlable, surtout pour une organisation de cette taille. Voilà. Parfait. Timing respecté et malgré toutes ces complications, vous avez l'air d'aller bien. Hein? Bon, ça va. Allez, vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions, vous levez votre main et le micro approche. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui, j'ai pas bien compris. C'était quoi votre problème avec l'Atomic Design exactement? L'Atomic Design, c'est que l'Atomic Design m'a été présenté comme quelque chose de merveilleux qui allait permettre de réduire les temps d'implémentation, puisqu'on allait définir une bibliothèque de boutons et puis ça allait très très vite. Sauf qu'à un moment donné, dans tout le bazar, à un moment donné, le développeur, on saute l'étape wireframe et on se retrouve avec cette espèce de réflexion froide sur les zones. Moi, je trouve que c'est finalement peut-être qu'on est au paperboard, on dessine, on la saute. Voilà, c'est quelque chose qui nous a fait énormément souffrir. Alors, je sais que je suis un peu provocateur parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui l'utilisent et qui réussissent. Après, voilà, je vais mettre un peu de temps avant de revalider un plan projet avec de l'Atomic Design. Merci pour la précision. Une autre question? Personne? Si, oui, je vois une petite main timide au fond là-bas. Il faut lever la main plus haut pour qu'on vous voit. Voilà. Merci.
Et à ceux qui se lancent dans ce type de projet, c'est quoi un peu les 5 apprentissages à avoir en tête? Alors je dis un nombre, mais un peu des petits apprentissages ou des éléments qu'on va regarder dans les rétroviseurs si on lance ce type de projet pour apprendre de ses erreurs. Pour apprendre de ses erreurs. Alors, évidemment, je pense que la notion de promesse, c'est que dans cette histoire-là, il y avait une telle attente et un tel niveau d'attente que finalement, je pense que je suis rentré en mode promesse. Voilà, donc indépendamment de toute méthodologie. Alors après, méthodologiquement, j'en ai mis quelques-unes. L'atomic design, on ne va pas revenir dessus. C'est évident que je pense qu'il y a des fois quand l'intégrateur livre quelque chose qui n'est pas le MVP, ne veut pas dire qu'on peut livrer n'importe quoi. Enfin, je pense que j'ai pas été assez vigilant. Voilà, venant de la technique, j'équilibre un peu les sujets. Je sais que la critique est facile et l'art est difficile, mais je pense qu'à l'époque, si j'avais une machine à remonter le temps, il y a des séances de recettes qui n'auraient pas eu lieu. Aujourd'hui, stop, tout le monde sort, on repart à notre job et vous nous livrez quelque chose qui est là-dessus. Voilà. Après, je pense derrière cette notion de promesse, c'est une notion de périmètre. C'est pas parce que l'outil peut qu'il faut faire et il faut absolument mettre un aéroflin et emmener tout le monde. La marche a été très très haute. Au final, on l'a passé. On l'a vraiment passé, mais on s'est fait très peur. Enfin, en tout cas, moi, je me suis fait très peur. J'ai pas bien dormi un certain nombre de semaines. Merci beaucoup. Devant, je vais donner le mien. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir lancer un site B2B? Est-ce que c'est une demande de vos distributeurs ou est-ce que c'était une intuition parce que beaucoup de gens le font? Alors, c'était une intuition. Alors moi, je venais d'un business, je venais de la lingerie à la base, d'un business qui était vu comme quelque chose de old school et on l'avait fait, ça avait marché. Donc moi, quand je suis arrivé, je l'ai poussé. Et après, c'est devenu un peu quelque chose qui permettait aussi de faire un plan de transfo global. Alors, il y a plein de choses qu'on a mis en place. On a mis un CRM en direction des distributeurs. Donc, j'ai beaucoup entendu en interne nos clients. J'avais des stats à un moment donné. Nos clients, ils n'utilisent pas Internet. J'ai dit, ah bon, c'est marrant. Tout le monde, il y avait 99% des gens qui sont internautes. Même les grands-mères sont sur Internet. Enfin, je veux dire, donc, le distributeur, le gars qui a une boutique de literie à Strasbourg, il passe pas de commande sur Internet. Et finalement, ça a très très bien fonctionné. Et je crois que je l'ai mis dans la presse. J'ai pas le droit. En interne, je ne m'autorise pas à dire qu'il y a du chiffre d'affaires incrémental. C'est-à-dire, voilà, globalement, tout le monde dit ça ne change rien. De toute façon, c'est un chiffre d'affaires qu'on faisait avant. Très bien, je prends. Après, oui, les forces commerciales, bien entendu. Enfin, vu le bazar, il faut bien comprendre qu'en ouvrant un B2C, on a mis un peu le bazar quand même. Il y a quelques distributeurs qui toussent un petit peu et qui se demandent si on est complètement honnête d'essayer de vendre aux consommateurs en parallèle d'eux. Donc, quelque part, ça crée 2-3 tensions. Donc, avec le commerce, moi, j'ai quand même 2-3 sujets. Parce que mon commerce, je suis à la fois fournisseur du commerce puisque DSI, puis je suis également en concurrence, puisqu'à certains moments, il y a des histoires de promo. Tu as fait ton Black Friday, tu n'aurais pas dû. Enfin, t'as déstabilisé le marché, c'est n'importe quoi. Donc on a quand même 2-3 explications. Et cette histoire de B2B, il a quand même permis de moderniser notre relation avec les distributeurs, de transformer notre service client. C'est-à-dire que le service client, avant, il recevait les commandes par email, dans un fichier Excel, il les imprimait, il les ressaisissait. Là, toutes les commandes qui passent par Internet, c'est du temps. On n'a pas réduit le personnel au niveau du service client, on l'a plutôt transformé, on en a créé une cellule consommateur, et l'autre partie, on a créé une cellule d'achat, de call sortant, de manière à ce qu'ils accompagnent mieux nos distributeurs, qui restent le gros de nos business. Le gros de nos business, c'est les distributeurs. Merci beaucoup. Une autre question. Décidément, c'est mon côté. Donc, d'abord, bravo pour le stand-up. Franchement, s'il y a une adresse où on peut venir vous voir, je prends. Non, j'ai une question. Effectivement, vous avez fait plein de projets fantastiques là, ces dernières années. En termes d'ambition, est-ce qu'il y a encore des sujets là, sur lesquels, par exemple, je sais pas, l'international, les marketplaces, etc., etc. Il y a encore des sujets que vous avez dans le pipe, je suppose? Oui, on a des sujets. Alors, le plus gros sujet, c'est l'ouverture des PEDA.fr au mois d'avril. Oui, l'international, on va y aller. Alors, pas avec toutes nos marques, parce qu'on ne les possède pas dans tous les pays. Donc, on a un sujet avec EPEDA. Les marketplaces, alors là, c'est une vision personnelle. Je n'ai pas souhaité y aller. Et pour l'instant, on n'a pas mis d'énergie. Alors, peut-être que je fais une erreur, mais moi, j'ai réussi à vendre en interne qu'on ne bougeait pas sur les marketplaces pour l'instant, considérant qu'on allait s'ouvrir encore un front avec des catalogues, des flux, des problèmes, et il fallait qu'on aille au bout des sites actuels. Le vrai sujet pour nous, ça va être le trafic online.
c'est 67% des gens qui sont prêts à acheter un matelas en ligne à condition de pouvoir l'essayer. Donc le vrai sujet, c'est de créer une omnicanalité. Et c'est 99 qui n'achètent pas en ligne, pas les laisser repartir, mais les renvoyer auprès de nos clients. Et là, on aura gagné. Merci beaucoup. Alors, vous avez des concurrents qu'on a pu voir comme Emma qui sont très monomarques, monoproduits ou presque. Finalement, votre stratégie sur le B2C a-t-elle permis de récupérer des parts de marché du fait que vous avez quand même une gamme de produits qui est plus étendue ? Alors oui, je pense qu'en part de marché, on n'existait pas. Maintenant, on existe en ligne. Alors le pourquoi, c'est vrai que derrière la question, en fait, il y a certains moments, parce qu'il y a eu des sites qu'on a refondus, on a retesté d'autres modèles, on a cherché à un moment donné à singer ces acteurs, enfin ces belles réussites, il ne faut pas le nier, ces belles réussites de ces marques verticales. Et on a essayé à un moment donné de prendre notre site et de supprimer les produits, de mettre 2 produits. On avait fait le simple, très simple sur Mérinos. Et en fait, c'était pire que tout. Donc je pense qu'il faut qu'on garde notre réalité d'industriel avec une gamme de produits assez large. Alors, on essaye de les limiter. On essaye de ne pas mettre... Il y a des fois, on mettait 52 produits. Donc du coup, il faut les différencier. Donc il faut des caractéristiques, des photos. Il faut que le consommateur comprenne. Mais on ne peut pas non plus passer sur une simple gamme avec 2 produits parce que ce n'est pas notre ADN. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question ? Je ne vois pas la main. Ah, pardon. Bonjour. Vous parliez de l'importance des distributeurs dans votre business model. Aujourd'hui, vous parlez aussi de l'importance de croître au niveau des marques en propre. Comment est-ce que vous faites pour ne pas cannibaliser justement vos distributeurs et continuer de croître ? Comment ? Alors c'est une question aujourd'hui clairement. Enfin la réponse elle est dans le pourcentage. On n'a pas vocation à dépasser un certain pourcentage de vente en direct. Voilà, c'est très clair. Aujourd'hui, on n'ira pas plus haut et j'ai pas l'autorisation. Donc, il va y avoir des. On n'y est pas encore, mais il y a des limites. Il va y avoir des limitations là-dessus. On a besoin de la force de nos marques. C'est pas cette simplicité liée à la réponse de la question d'avant. La force de nos marques, c'est qu'on les diffusait sur tout le territoire, avec des gens qui ont fait le choix depuis des années de jouer le jeu, de travailler avec nous. Donc, il y a un sujet d'accompagnement. Alors, des fois on est cru, des fois on n'est pas cru. On a eu quelques problèmes, on s'est fait sortir de certaines boutiques parce qu'on vendait en direct. Et en même temps, si on respecte un certain nombre de règles sur les prix, ça veut dire on n'a pas vocation à péter les prix. Voilà, au Black Friday, il est évident que mes équipes voudraient pousser le curseur. On aurait pu faire plus si on avait 5% de plus. On aurait pu faire plus si on avait commencé le Black Friday le 1er novembre. Et non, le Black Friday, nous on le commence finalement le jeudi et on laisse le reste de la place aux distributeurs. Merci beaucoup, merci pour la question et merci pour cette présentation. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi, Sébastien. Merci.